Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à cette 5e et dernière conférence du Colloque Wright, dont c'est la 19e édition cette année. Ceci dans les conditions que vous connaissez, en ligne entièrement cette semaine, personne dans cette grande salle de 600 places ici à l'Université de Genève. J'espère que vous êtes, comme ces derniers soirs, très nombreux, des centaines à nous suivre en ligne. Si vous avez manqué les premières conférences, toutes se trouvent déjà sur le site du Colloque Wright, dont je vous donne l'adresse www, c'est tout simple, www.colloque.ch. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et actuellement directeur de la communication scientifique pour le Geneva Science and Diplomacy Anticipator. C'est une fondation à Genève dédiée à la diplomatie scientifique. Et c'est moi qui ai encore ce soir et le plaisir, l'honneur aussi de modérer cette soirée. Comme chaque année, vous le savez maintenant, Genève, l'université ici, a le privilège d'accueillir des grands noms de la science. Et ce soir, cette semaine, bien sûr, n'a pas manqué à la tradition. Cette semaine, tous nous ont fait voyager dans le monde fascinant des mathématiques. Encore une fois, pas forcément ceux que vous avez pu rencontrer sur vos bancs d'école. On a vu, par exemple, lundi, on a parlé de battements de papillons, de théorie du chaos avec Étienne Gis et de météo. Mardi, de théorie des grands nombres, de hasard, de thermodynamique aussi avec Laure Saint-Raymond. Mercredi, on a fait un voyage entre les galaxies, ou plutôt les atomes et les galaxies, dans ce sens-là, dans les dimensions de la physique avec Martin Herrer. Hier était un jeudi très musical avec Alain Cohn. Et ce soir, en bouquet final, je vous laisse la surprise, vous découvrirez ça dans un instant. Mais toutes ces diverses applications des maths me font penser à une citation d'Henri Poincaré qui disait « La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes ». Cette soirée, comme les autres, vous le savez, se déroule en deux parties. D'abord, la conférence, à peu près 3/4 d'heure. Ensuite, une partie questions-réponses en ligne, bien sûr. Vous pouvez poser vos questions en ligne. Il y a un petit carré blanc, un petit espace dédié sur le site du colloque. Ceux qui nous suivent ailleurs que sur le site du colloque, sur Facebook Live ou YouTube, je vous prie de vous reporter sur le site du colloque et de poser votre question. N'hésitez pas à le faire pendant la conférence, puisque quelqu'un sera sur scène après pour relayer toutes vos questions à notre orateur de ce soir. On va passer dans un instant à l'orateur, mais avant ça, j'aimerais donner la parole pour une dernière fois au président de la Fondation Wright, sous l'égide de laquelle se déroule ce colloque tous les 2 ans, Thierry Courvoisier, qui va nous dire quelques mots de bienvenue. À vous. Merci Olivier. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour la 5e et dernière soirée de cette série. Toujours chez vous, toujours peut-être un verre à la main, toujours, j'espère, confortablement installé pour profiter de la connaissance et des réflexions sur les mathématiques qui sont le sujet de cette semaine de conférence du Colloque Wright pour la science. Après avoir entendu les mathématiques dialoguer avec la physique, la météorologie, les petites et grandes échelles, la musique, les formes et la littérature, il est temps d'attaquer de front la nature des mathématiques. Sont-elles réalité, fruit de notre imagination, reflet du monde physique, outils? Tout ceci à la fois ou autre chose? Je suis très reconnaissant à Stanislav Smirnov d'avoir accepté de relever ce défi pour clore cette semaine. Stanislav ne remplace pas Vaughan Jones, qui aurait dû parler ce soir. Il apporte un éclairage original, nourri de sa pratique profonde des mathématiques. La soirée sera aussi enrichie des mots qu'Anton Alexeyev dira à propos de Vaughan Jones. Je lui suis très reconnaissant de nous permettre ce lien avec le conférencier que la mort a empêché d'être avec nous ce soir. Avec ça, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous retrouverai à la fin de la discussion. Olivier. Merci Thierry Courvoisier. Je vous ai parlé d'interactivité, de poser vos questions en ligne. Faites-le en français, vous pouvez aussi le faire en anglais, de même que vous pouvez suivre la conférence en anglais. Il y a un petit lien qui vous permet de suivre la traduction simultanée qui est faite de cette conférence ce soir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, donc à poser vos questions en anglais pendant la conférence et bien sûr pendant la discussion qui aura lieu juste après. Pour présenter l'orateur de ce soir, ça a été dit, je passe maintenant la parole à Anton Alexeyev, qui est professeur de mathématiques ici à l'Université de Genève et qui a été
le fer de lance de toute l'organisation de ce colloque cette semaine. Anton, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cher public, aujourd'hui, j'aimerais commencer par un hommage à Vaughan Jones. Jones était un originaire de la Nouvelle-Zélande et il est venu à Genève pour faire une thèse en physique. Après, il a changé d'avis et finalement, il a fait son doctorat en mathématiques sous direction d'un grand mathématicien genevois, André Effliger. En fait, Effliger est mondialement connu pour ses travaux en géométrie. Mais Jones, il a choisi de travailler sur un sujet entre l'algèbre et l'analyse. Et puis, après sa thèse, il a continué dans la même direction. Il a fait une très, très grande découverte qui maintenant porte le nom de polynôme de Jones. Donc, peut-être je vous montre quelques images mathématiques. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle la théorie de nœuds. Les nœuds que vous connaissez dans la vie quotidienne, les nœuds marins ou les nœuds utilisés par les alpinistes ou les nœuds qu'on utilise ici, vous voyez deux nœuds et Jones associe à ce nœud des polynômes qui s'appellent maintenant les polynômes de Jones. Vous voyez, bon, les nœuds sont visiblement différents et les polynômes sont différents. Donc, c'est une énorme découverte qui, en fait, fait le lien entre ce sujet classique comme des nœuds et la physique quantique. Donc, c'était vraiment très inattendu. Et maintenant, il y a tout un grand domaine des mathématiques qui s'appelle la topologie quantique, qui est né de cette découverte de Jones. Ici, je vous montre un des articles fondateurs par un grand physicien Witten, qui a, comme vous voyez, peut-être autour de 5000 ou plus que 5000 citations, ce qui est beaucoup dans notre domaine. Donc, à part des grandes découvertes scientifiques, Vaughan Jones était une personnalité très chaude et toujours ouverte pour les autres gens. Il nous manque. Il devait parler au colloque Wright aujourd'hui et il va nous manquer aujourd'hui et pour les années à venir. Avec ceci, je me permets de changer le registre et vous présenter le conférencier de ce soir, le professeur Stanislav Smirnov de l'Université de Genève. Stanislav a fait sa thèse à Caltech en Amérique du Nord et il était professeur à Stockholm avant de venir et s'installer à Genève en 2003. Il a fait des très grandes découvertes, très importantes, qui relient l'analyse, la combinatoire et la physique mathématique. En fait, bon, je vous montre aussi en transparent avec le modèle de percolation, le modèle qui était résolu par Stanislav. Et bon, peut-être un truc que vous pouvez voir. Attendez, oui, il y a ce chemin rouge. Donc, ça, c'est une des propriétés de ce modèle qu'il a étudié. Pour ses travaux, Stanislav a été récompensé par de nombreux prix, et notamment par la médaille Fields en 2010. Ce soir, il nous parlera des mathématiques, arts ou sciences. Donc, je vous souhaite une bonne continuation avec l'exposé de Stanislav. Alors, je peux commencer? Est-ce que je peux déjà commencer? Oui, vous pouvez. Ah oui, très bien. Bon, merci. Merci Anton pour cette introduction. Merci surtout à la Fondation Wright pour l'invitation et pour l'organisation de ce colloque mathématique. C'est avec plaisir que je partage avec vous quelques idées, même si c'est triste de le faire à la place de Vaughan Jones qui nous a quittés prématurément, notre grand ami et grand scientifique. Donc, c'est difficile de donner le dernier exposé du colloque. Beaucoup a déjà été dit.
En particulier, une idée qui ressort des 4 exposés précédents, c'est qu'il y a plusieurs motivations pour faire les mathématiques. Les applications pratiques, les applications à d'autres sciences, beauté et valeurs culturelles. Et ce qui me toujours étonne, c'est que les 3 motivations se mélangent presque toujours. Et les 3 motivations restent avec nous déjà depuis plus que 4000 ans. Donc, d'où viennent les mathématiques? Comment les scientifiques choisissent le problème à résoudre? Je vais commencer par un peu d'histoire. Donc, il y a plus que 4000 ans que les humains ont commencé à remarquer des régularités intéressantes dans le monde naturel ainsi qu'en arithmétique et en géométrie. Ils ont essayé de les comprendre et les expliquer. Ça, c'est le but des mathématiques, d'expliquer des choses. J'aimerais parler de 3 objets anciens qui m'ont beaucoup impressionné quand je les ai vus au musée. Le premier, c'est un papyrus, un parchemin qu'on peut voir à Moscou, au musée des Beaux-Arts. Parfois, on l'appelle papyrus Golenishev, et c'est un des plus anciens objets mathématiques dans le monde. Ça date à 1850 avant Jésus-Christ. C'est un parchemin, un papyrus assez long, presque 7 mètres sur 6 cm. C'était bien déchiffré il y a déjà quelques ans. Là-bas, on trouve une trentaine de problèmes. Problèmes très pratiques. Par exemple, ici, dans cette place particulière, on trouve, vous voyez, un problème avec une esquisse de pyramide. Et le problème, c'est de trouver le volume d'un tronc de pyramide en donnant de côté 4, 2 et l'auteur 6. Il y a des autres problèmes, tous les 30 problèmes, on trouve avec des solutions, et tous les 30 problèmes sont assez pratiques. On peut imaginer que le problème de volume d'une pyramide était très pratique pour l'Égyptienne, et donc ça, c'est facile à expliquer. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que tous les 30 problèmes, on peut trouver aujourd'hui dans les examens au collège. Donc, c'est presque le même niveau qu'à l'école égyptienne il y a 4000 ans. Mais je vais passer à deuxième objet où il y a des choses plus mystérieuses. Et ça, c'est là-dessus, vous voyez une tablette en céramique, une tablette babylonienne presque de même âge. C'est assez petit, environ 5 ou 6 cm. On peut le voir à l'université Yale, à New Haven, dans la bibliothèque. Et ce qu'on voit ici, c'est plusieurs mots en cuneiforme. Et si on regarde plus précisément, ce n'est pas les mots, mais plutôt des nombres. Et c'est très facile à déchiffrer, même si on ne parle pas babylonien. Parce que pour les chiffres, on utilise des coins, donc un coin pour 1, 3 coins pour 3, et pour 10, on utilise coin dans l'autre direction. Donc ici, on peut assez facilement lire 1, 2, 4, etc. Mais il faut être prudent parce que ce n'est pas 2 et 4, mais c'est 2 verticalement, donc c'est 20. Et après 4, effectivement, il y a 4 nombres écrits. 1, 24, 51 et 10. Et il faut savoir qu'on a utilisé le système hexadécimal à Babylonie. Mais c'est difficile à inventer 60 chiffres différents, donc ils ont utilisé 10 chiffres. Et après, écrit tous les chiffres de 0 à 59 en utilisant un système décimal qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc, si je calcule ce nombre en notre système, il faut faire 1 fois 60 à cube, plus 24 fois 60 à carré, etc. On arrive à 305 470. Donc, pourquoi ce nom? C'est difficile à comprendre parce que les Babyloniens n'utilisaient pas encore la virgule. Et effectivement, ici, il faut mettre virgule entre 1 et 24, les virgules décimales, ou plutôt hexadécimales. Et c'est une fraction, 1 plus 24 sur 60, plus 51 sur 60 carré, etc. Et dans ce cas, on arrive à un nombre qui, en notre notation, est 1,4142, 1, 2. Et je suis sûr que beaucoup de gens parmi vous ont déjà vu ce nombre, surtout tous les ingénieurs, tous les mathématiciens, parce que c'est une approximation de racine carrée de 2. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est une très bonne approximation, au 6e signe près. Et ici, c'est déjà clair que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour les raisons pratiques. C'est plutôt curiosité ou l'intérêt scientifique qui était la motivation de cette personne-là.
surtout parce que c'était plutôt un brouillon que la version définitive d'une tablette. Donc, c'était quelqu'un a calculé pendant un examen ou je ne sais pas. Avec cette précision, c'est très étonnant. Donc, déjà, chez les Babyloniens, il y a 4000 ans, on avait des curiosités scientifiques et on avait quelques méthodes pour calculer à cette précision-là. On ne sait pas, il y a plusieurs articles historiques où on essaie de les déduire, mais ce n'est pas très clair. Il y a beaucoup d'autres tablettes babyloniennes. Il y a 2 années, oui, ici, il y a une petite remarque que je vais faire, qu'il y a des autres nombres. Donc, après calculation de racine carrée de 2, cette personne a calculé la longueur de diagonale d'un carré avec côté 30. Donc, 30, c'est la même chose qu'un demi en système hexadécimal. Et voilà, il y a cette calculation également avec cette précision. Donc, je vais stipuler que c'est qu'un brouillon, mais on a beaucoup de tablettes définitives qu'on trouve dans les musées dans le monde. Et il y a 2 ans, on avait une exposition très, très intéressante au British Museum, parce que là-bas, on trouve une bibliothèque de plus que 30 000 tablettes de roi Ashurbanipal, qui parfois on appelle Sardanapal, qui était très éduqué. Et ce qui m'étonne, qu'il y a plus que 1000 tablettes mathématiques là-bas. Et il était très fier de sa connaissance de mathématiques. Par exemple, sur ce monument à droite, c'est écrit que moi, le roi Ashurbanipal, je peux résoudre des divisions et multiplications mathématiques très complexes qui n'ont pas de solution facile. Donc, un exemple, le 3e exemple d'un objet, d'une tablette, c'est l'autre tablette de MMH qui est de Babylone. Là-bas, il y a beaucoup de chiffres. On peut voir cette tablette à l'Université Columbia à New York. Et qu'est-ce que sont les chiffres là? Donc, regardons la 2e ligne. Et bon, il y a 5 nombres. C'est clair que le dernier nombre, c'est juste le nombre de lignes parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, etc. Mais ici, on trouve 1, 59 et 2 et 49. Donc, voilà, écrit comme ça. Donc, en notation moderne, c'est 119 et 169. Quelle est la signification de ces nombres? Je ne pense pas que on peut les déduire juste en voyant les deux, mais il y a beaucoup d'autres nombres et ça devient clair qu'il faut prendre le carré. Et si on prend le carré de 119 et ajoute quelque chose, on aura le carré de 169. Et ça, quelque chose, c'est 120. Donc, ici, il y a une liste sur cette tablette d'une quinzaine de triplets de Pythagore, comme on dit. Donc, c'est-à-dire des nombres entiers tels que a carré plus b carré égale à c carré. Et c'est clair, après cette tablette, que c'est très probable que les Babyloniens savaient déjà la formule d'Euclide pour tous les triplets entiers de Pythagore. Mais pourquoi, même en sachant cette formule, pourquoi ils ont calculé 15 triplets? On ne sait pas, mais il y a plusieurs conjectures. Mais par exemple, si on sait déjà les plus faciles, les plus petits triangles de Pythagore avec côté 3, 4 et 5, on peut l'utiliser pour facilement mesurer l'angle de 90 degrés, qui est très important en arpentage ou architecture. Et avec les autres nombres, par exemple, c'est l'autre triangle, on peut faire en architecture l'angle entre les deux côté ici, donc c'est arc sinus de 12 sur 13, etc. Et sur cette tablette, dans le premier colonne, on voit les sinus des nombres, des angles des triplets de Pythagore. Donc peut-être c'était une sorte de trigonométrie basée sur les fractions. Mais pourtant, c'est très clair que c'était motivé par l'intérêt scientifique ainsi que par les raisons pratiques. Donc, ce qui je trouve intéressant, qu'il y a ce théorème de Pythagore, qui est un théorème géométrique, mais on est presque sûr que c'était remarqué au début pour les triangles avec des côtés 3, 4 et 5. Et le théorème géométrique, il n'utilise aucun nombre entier, mais on a posé déjà à l'époque, les Grecs, ils ont trouvé tous les triplets de Pythagore, ils ont posé la question, est-ce qu'on peut écrire pas l'équation a carré plus b carré égale à c carré, mais l'équation x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 égale à z à la puissance 4. Et est-ce qu'il y a des solutions? Et ça a pris 2000 ans
ce qu'au XVIIe siècle, Pierre Fermat a montré qu'il n'y a pas de solution naturelle. Et la question était ouverte encore plus que de 100 ans, et jusqu'il y a 25 ans, Andrew Wiles, mathématicien anglais, a prouvé un manque de solution pour toutes les équations comme ça, avec toutes les puissances plus grandes que 2. Mais de nombreuses questions similaires restent ouvertes. Par exemple, si on pose les mêmes questions avec des puissances différentes, il faut demander que les solutions sont mutuellement simples. C'est bien ouvert aujourd'hui. Il y a même un prix de millions de dollars pour la résolution de cette question. Donc, ce que je trouve ici intéressant, c'est qu'on a commencé avec une observation. Après, c'est donné un théorème géométrique, théorème de Pythagore. Mais de plus, par curiosité, on a commencé à demander les solutions entières pour les autres équations. Et c'était à l'origine d'un grand sujet en mathématiques, théorie des nombres, où il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Donc, on a mentionné plusieurs fois que les mathématiques est beau. Et mes collègues ont fait une liste de choses, des raisons pourquoi les mathématiques sont beaux. Donc, ça peut être une explication courte d'une formule difficile, une théorie complexe mais élégante, une connexion entendue. Et je trouve que le théorème de Pythagore est peut-être le plus simple exemple de la beauté des mathématiques. Parce que le théorème de Pythagore dit que x carré plus y carré égale à r carré, c'est une équation d'un cercle. Et, attendez. Et ça, comme Olivier a déjà dit, André Poincaré a dit les mathématiques est l'art de donner les mêmes nombres à des choses différentes. Donc voilà, le cercle est le nom d'un cercle, l'objet géométrique, mais également de cette formule-là, x carré plus y carré égale à r carré. Et il y a beaucoup d'autres choses avec les mêmes noms, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la mathématique, il y a presque toujours cette connexion entre des choses géométriques et des choses algébriques. Par exemple, le mathématicien allemand Hermann Weyl, qui a travaillé à EPF Zurich, il a dit que de nos jours, l'ange de topologie et du diable algèbre abstrait, ils se disputent l'âme de toutes les disciplines de mathématiques. Donc, il y a toujours cette connexion entre des choses géométriques et algébraïques. Mais si je veux dire encore un mot à propos des théorèmes de Pythagore, hier, Lancôme a mentionné qu'il y a une trentaine de démonstrations et vraiment, ça montre la beauté des mathématiques. Il y a les preuves, peut-être les premières preuves, les preuves d'Euclide qu'on trouve dans le manuel de géométrie écrit par lui. Mais par exemple, il y a une autre preuve qui est attribuée à Leonardo da Vinci. Et surtout, aujourd'hui, il y a des généralisations très importantes de ce théorème. Par exemple, une généralisation très importante en analyse fonctionnelle, c'est le théorème Parseval, où la démonstration est plutôt algébrique sans utiliser les géométries. Donc, qu'est-ce que c'est la beauté dans la mathématique? Hier, on a écouté la musique de nombres primes et ça donne une bonne comparaison. Donc, ici, vous voyez une formule, c'est la formule de Euler, 1 plus i à la puissance pi égale à 0. Peut-être c'est la plus belle formule de mathématiques. Et à droite, on voit une sonate de Beethoven, très, très élégante en soi-même. Mais pour comprendre la beauté des deux objets que vous voyez, il faut avoir éducation spéciale. Donc, c'est impossible d'apprécier cette formule sans connaissance mathématique, ni les notes ici, sans connaissance musique. Par contre, musique, on peut écouter, et mathématiques, sauf l'exposé d'hier, c'est assez difficile. Heureusement, il y a quand même quelques objets mathématiques qui ont des représentations graphiques assez intéressantes. Par exemple, voilà, il y a deux objets que j'étudiais pendant ma vie. C'est l'ensemble de GLA, les attracteurs et agrégation limitée par diffusion. C'est un processus très important en physique. Et ici même, je crois, sans aucune connaissance mathématique, on voit qu'il y a quelque chose de beau et intéressant. Donc, l'autre chose qu'on a discuté parmi tous les 4 exposés, c'est les applications de mathématiques.
Et je veux juste rappeler un exemple, peut-être le plus important exemple des applications, comment les applications peuvent enrichir les mathématiques, c'est la question des mouvements de planètes. Tycho Brahe a effectué des opérations très précises de mouvements de planètes. Et avant, on pensait que les trajectoires sont plutôt des cercles, mais c'est devenu clair qu'ils ne sont pas des cercles, plutôt les ellipses. Assistant de Brahe, Johannes Kepler, a analysé les données et a remarqué 3 lois empiriques. Les planètes décrivant les trajectoires elliptiques, donc des aires égales sont balayées par les rayons dans le temps égaux, et le carré de période de révolution est proportionnel au cube des grands axes de l'orbite. Et ici, se posait une question mathématique. Voilà, il y a 3 lois très géométriques, comment on peut les expliquer? Et ça, ce qui était fait par Newton dans son fameux manuel Principia Mathematica, et à cet effet, il a développé un nouveau domaine de mathématiques, l'analyse. Donc, il a expliqué les 3 lois avec une formule très simple, formule gravitationnelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on avait toujours cette question de décrire le mouvement de planètes, mais avant les observations précises, on n'avait pas assez de données. Et après, on pouvait poser des questions mathématiques. Et après, pour répondre à cette question, Newton a créé l'analyse mathématique. Mais depuis, c'est devenu une très, très grande branche de mathématiques où il y a beaucoup d'applications aux autres sciences, mais également beaucoup de questions intéressantes en soi-même. Donc, c'est un exemple vraiment archétypique comment l'application peut revenir en mathématiques pure. Et hier, Alan Kohn a mentionné l'essai de prix la raisonnable efficacité de mathématiques dans les sciences de la nature. Et je vous le recommande vivement, l'introduction en français, on peut assez facilement le trouver sur le web. Et il commence cet essai avec une discussion de 2 camarades. Un des 2 qui est statisticien explique qu'il travaille sur l'évolution des populations. Et son copain demande qu'est-ce que c'est, ce symbole dans les formules. Il dit que oui, c'est pi, c'est la circonférence d'un socle de diamètre 1. Et le copain répond, non, arrête, tu ne vas pas me faire croire que les populations ont quelque chose à voir avec la circonférence d'un socle. Mais tellement, si on fait des statistiques, on voit que les distributions les plus connues, c'est la distribution de Gauss, on a pi dans les formules. Voilà. Et par exemple, ici, j'ai pris un graphe de notes pour le bac américain, SAT, en 2010. Et c'est presque une courbe de Gauss idéale. Et dans les formules, il y a pi. Mais il n'y a rien à faire avec géométrie, c'est que la statistique. Donc ça, ce que je trouve très, très intéressant en mathématiques, il y a toujours des liens entre les sujets différents en mathématiques, mais également avec des autres sciences. Et je vous le recommande vivement de lire cet essai d'Eugène Wigner. Maintenant, c'est la fin de la partie historique. Et les questions que je veux plutôt discuter dans les 2 tiers de mon exposé, c'est comment les mathématiciens choisissent-ils les problèmes aujourd'hui en 2020. D'abord, les questions, qu'est-ce qui se passe-t-il en mathématiques aujourd'hui? Et les réponses courent après 4 exposés, beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de théorèmes montrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 5000 ans, nous avons encore des problèmes ouverts. Pourquoi? Oui, parce que d'abord, il y a un flux constant de nouveaux problèmes pratiques et d'autres sciences, biologie, chimie, économie. Mais de plus, chaque nouveau développement en mathématiques pose de nouvelles questions. Et je réfléchis pendant quelques semaines ce que je dois discuter. J'ai décidé plutôt de parler de 2 exemples tirés de mon propre expérience, où je peux partager un côté personnel, comment je vois cette interaction entre les sujets différents et comment on peut être intéressé, comment on commence à travailler un problème. Donc, je commence avec un objet qui était mentionné déjà, mais en connexion physique, mais je commence avec une question mathématique. Combien de courbes peut-on dessiner sur une grille? Disons, grille carrée à gauche, grille hexagonale à droite. Donc, on peut commencer quelque chose comme ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup de façons comment on peut dessiner.
C'est une question mathématique pure, mais il y a une connexion très forte avec la physique. Et on a déjà entendu dans l'exposé de Martin Herer qu'il y a une connexion de cette question avec un mouvement brownien. Donc ici, à droite, on voit vraiment un vrai film de mouvement brownien, et c'est le mouvement des particules minuscules dans le vacuole de pollen. Donc pollen elle-même est très grande pour voir ce phénomène, mais les petites particules dans le vacuole de pollen, on peut voir ce mouvement erratique. Et à gauche, il y a ce qu'on appelle marche aléatoire en dimension 2. Donc, on commence à marcher dans une façon aléatoire sur un réseau carré. Donc, chaque seconde, on va au nord ou à l'est ou au sud avec les mêmes probabilités en quart. Donc, on arrive à des trajectoires assez fractales. Donc, c'est comme une courbe aléatoire sur une grille. Donc, quelle fonction mathématique on peut poser? Donc, d'abord, cette courbe, on peut étudier dans les dimensions 3, par exemple ici. Aux dimensions 1, on peut même faire un graphe d'une marche aléatoire. Et ce qui est très étonnant, comme déjà Martin a mentionné, c'est que c'est très proche à ce qu'on voit à la bourse, et ces fluctuations à la bourse. Et vraiment, il y a même un prix Nobel à Black et Scholes qui était donné pour cette explication des phénomènes de la bourse. Mais quelle sorte de questions on peut poser? D'abord, la question que j'ai déjà posée, combien de courbes peut-on dessiner sur une grille? C'est une question très simple, parce que si je prends les courbes de longueur t, je fais des d pas, et sur les grilles carrées, chaque fois, je peux aller dans 4 directions différentes. Donc, je fais 4 choix t fois, donc c'est 4 fois 4 fois 4, 4 à la puissance t. Et sur la grille des hexagones, c'est 3 à la puissance t, parce que chaque pas, il y a 3 choix. Donc, c'est une question très, très facile. Et je peux passer l'autre question. Où serons-nous en temps t? Normalement, si on marche pendant t minutes, nous nous attendons à être à la distance t. Mais pas ici. Nous continuons à revenir. Donc, les coordonnées xt à un moment de temps t est la somme de t pas sj plus ou moins 1. Donc, cette somme peut être, probablement, va être plus petite que t. Donc, comme on dit toujours que dans chaque exposé mathématique, il faut avoir une démonstration. Donc, voilà, c'est la démonstration de cette fait déjà mentionnée par Martin Herer. Je vais calculer les valeurs moyennes de x carré. Donc, x est égal à somme de sj. Donc, moyenne de x carré est égale à moyenne de somme de sj carré. La moyenne, on dénote en mathématiques par E pour espérance mathématique. Donc, moyenne de x carré, c'est moyenne de somme de sj carré, que je peux développer. Et si il faut développer le carré d'une somme, on a des expressions comme sj carré et les expressions si fois sj. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième somme est nulle. Pourquoi? Parce qu'ici, je fais le produit de plus ou moins 1 fois plus ou moins 1, il y a 4 possibilités différentes. Plus et moins, moins et plus, moins et moins. Et si je fais la somme, j'arrive à 0. Donc, cette expression est nulle. Mais la première expression, c'est la somme de carré de plus ou moins 1, qui est toujours 1. Donc, c'est la somme de 1 t fois. Donc, la somme est égale à t. Donc, en moyenne, x carré est égal à t. Ici, je fais la racine carrée. En moyenne, valeur absolue de x est égale à racine carrée de t. Donc, marche aléatoire est très drôle. On marche pendant t minutes, mais on arrive à la distance racine carrée de t. Et c'est pas seulement drôle, mais très important parce qu'avec cette marche aléatoire, comme Martin a déjà dit, on peut décrire l'équation de chaleur. Et ça, c'est la raison pourquoi c'est très difficile de chauffer une chambre, parce que la propagation de la chaleur n'est pas très vite. C'est vraiment en temps t, on arrive à distance racine carrée de t. Maintenant, je veux passer à une question qui n'est pas encore résolue. Donc, cette question de marche aléatoire était résolue par Norbert Wiener, Albert Einstein et autres fameux mathématiciens. Mais on peut poser la question, qu'est-ce qui se passe si la trajectoire est simple ou auto-évitante? Donc, par exemple, il y a une introduction de visiter
la même sommet 2 fois. Donc, c'est une question beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que ici, on pouvait aller dans 4 directions, mais maintenant, parfois, on peut aller dans 3 directions. Ici, je peux aller dans 3 directions, mais après cette arête bleue, il n'y a plus de façon d'aller quelque part sans être auto-évitant. Donc, vraiment, il faut être prudent et c'est très difficile à calculer combien y a-t-il de trajectoires. Mais si vous voulez un petit exercice, voilà, il y a 2 exercices. Montrer que sur la grille carrée, le nombre de trajectoires auto-évitantes de longueur t est entre 2 à la puissance t et 3 à la puissance t. Et dans la grille hexagonale, entre racine carrée de 2 à la puissance t et 2 à la puissance t. Donc, un exercice plus dur, c'est de montrer qu'il existe mu tel que SC de t et d'autres mu à la puissance t. Et ce qu'on voit déjà ici, c'est que pour le réseau carré, cette mu est plus grande que 2. Pour le réseau hexagonal, cette mu est plus petit que 2. Donc, mu dépend de la grille. Et l'autre question qu'on peut poser, c'est quelle est la valeur de mu. Mais l'autre question, c'est si je prends la distance moyenne, c'est quelle puissance de t. Donc, en demi, comme pour les marches aléatoires ou quelque chose d'autre. Donc, c'est une question qui était posée par les mathématiciens, mais ce qui était très inattendu, qu'à un moment, c'était posé par un chimiste. Par un chimiste très fameux, Paul Flory, prix Nobel en chimie. Donc, il a compris que pour une macromolécule comme, disons, ADN sur cette photo, non seulement sa composition, mais aussi sa position spéciale compte pour les réactions chimiques. Donc, il a proposé de modeler la position d'une molécule linéaire comme ADN par la marche auto-évitante, parce qu'il n'y a pas d'autres intersections dans le cas d'une molécule. Et ce qui est encore plus étonnant, que dans sa livre Chimie de polymères, il a raisonné qu'en moyenne, valeur absolue de x est t à la puissance 3/4. Donc, ce n'est pas une démonstration mathématique, il a fait plutôt une démonstration physique très élégante. Malheureusement, ce n'était pas rigoureux. Et de plus, l'autre prix Nobel, déjà quelques années après, a remarqué qu'il y a des fautes très sérieuses. Mais maintenant, on croit que la puissance est correcte, que ça doit être 3t à la puissance 3/4, même si on ne peut pas le montrer. Et je peux remarquer que la marche auto-évitante va plus loin que la marche aléatoire, où c'est t à la puissance 1,5. Et c'est très clair parce que la marche auto-évitante ne peut pas retourner, donc elle doit aller plus loin. Et heureusement, après 30 ans, l'autre scientifique et physicien des Pays-Bas, Bernard Nienhuis, d'abord a produit une autre dérivation de cette formule, pas rigoureuse non plus, mais plus solide. Mais de plus, il a produit une dérivation de valeur de mu non rigoureuse pour la grille hexagonale. Donc, il a raisonné que mu, c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, qui est très drôle de nombre, parce que ce n'est pas tout à fait clair comment on peut avoir un nombre comme ça dans une démonstration mathématique. Et plus étonnamment, il a montré qu'il y a une correction pour le nombre 7t. Donc, c'est une formule exponentielle, on ajoute une puissance, donc c'est quelque chose de plus petit. Et ce qui est étonnant, c'est que les valeurs exponentielles dépendent de la grille, nous dépendent de la grille. Mais cette puissance ne dépend pas, et on a ce nombre 11 sur 32, difficile à expliquer, ce n'est pas souvent qu'en mathématiques on arrive à fraction comme ça. Mais ce que je veux dire, que toutes les formules sur cette slide sont de conjecture, les dérivations, mais il n'y a pas de démonstration mathématique, ce n'est pas clair est-ce qu'on peut le faire marcher mathématiquement. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec mon collègue Hugo Duminil ici à Genève, c'est de montrer les 3 conjectures. On a commencé avec le grille hexagonal, et il y a 8 ans, on a réussi de montrer que la valeur mu est égale à racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Donc, si on compte le nombre de trajectoires de longueur t sur le réseau hexagonal, on arrive à peu près à mu à la puissance t, mu à cette valeur. Donc, comment on a montré ça? On commence avec un truc très standard, même étudié au collège.
que pour avoir l'asymptotique de C, il faut écrire la série C de t fois x à la puissance moins t. Et il faut montrer que cette série converge pour x plus grand que mu et diverge pour x plus petit que mu. Et ça donnera que C de t est de l'ordre mu à la puissance t. C'est très facile à voir ça si C de t est égal à mu à la puissance t, parce que dans ce cas, on a une série géométrique qui converge si x est plus grand que mu et diverge si x est plus petit que mu. Mais c'est vrai en cas général, et même d'habitude, c'est discuté au collège. Donc voilà, il faut regarder cette série. Mais cette série, je peux l'écrire comme la somme sur toutes les marches auto-évitantes de 0, x à la puissance moins longueur de marche. Donc ici, à gauche, c'est groupé dans les groupes selon la longueur, mais ici, on fait la somme sur toutes les marches. Donc, on a décidé que pour étudier cette somme, il faut dire la somme des marches auto-évitantes de 0 en point quelconque z. Ça nous donne une fonction f de z. Mais on n'a pas réussi à travailler avec cette fonction-là. Donc, ce qu'on a décidé d'ajouter quelque chose. Et on a ajouté exponentielle de i alpha, comme dans la formule d'Euler, fois le nombre de tours de telle courbe, de telle marche. Donc, par exemple, dans cette marche-là, il y a un tour à gauche, ça donne plus 1, à droite, moins 1, à gauche, à gauche, à gauche. Donc, le nombre total, c'est 4 fois à gauche, 1 fois à droite. Donc, le nombre total, 4 moins 1, 3. Donc, ici, c'est le i à la puissance i alpha 3. Si vous ne voulez pas utiliser les nombres complexes, on peut le faire avec le cosinus, mais ça marche mieux avec les nombres complexes. Donc, le lemme qu'on a montré que cette fonction de z, avec cette addition, satisfait la loi des nœuds de Kirchhoff. Si alpha est égal à pi sur 8, et x est égal à 2 plus racine carrée de 2. Donc, la loi de Kirchhoff, c'est un truc très standard dans la physique qu'on étudie à collège. Il y a la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, ici, c'est dit que pour les fonctions f, la somme de f sur 3 arêtes émanant d'un sommet est égale à 0. Donc, c'est assez facile à vérifier. Les formules, donc vraiment, c'est juste une page dans notre article pour les vérifier. Il y a des trucs, des astuces combinatoires. Mais après, on arrive à la loi locale des nœuds, c'est la loi de Kirchhoff. Et comme on sait en physique à l'école, au collège, on peut utiliser des entités globales électriques sur F. Et ça nous donne la possibilité de montrer convergence ou divergence pour cette valeur de nu. Et ce qui je trouve très intéressant, ce n'était pas facile à y arriver, mais la preuve, enfin, est très courte pour une preuve mathématique et peut être expliquée aux collégiens. Mais elle combine la combinatoire, les probabilités, l'analyse complexe, donc 3 sujets de mathématiques, et de plus l'intuition physique. Et donc, on a commencé avec une question en chimie, après on a ajouté intuition physique, et après nous sommes arrivés à cette formule. Je vais revenir au slide précédent, parce que ça, cette pi sur 8, ça explique d'où vient racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Parce que cette racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, c'est juste le sinus 2 fois sinus de cet alpha. Donc 2 fois sinus de cet alpha, c'est ce nombre-là. Et ce qui est très sympathique, très sympa et très intéressant, on a envoyé cet article à Bernard Nienhuis qui a fait cette prédiction. Il était très excité, il a dit qu'après notre article, il comprend mieux même son propre article à lui. Mais comme je dis, quand on montre quelque chose, ça ouvre des autres problèmes. Et ici, par exemple, nous avons montré la loi des nœuds, mais si on montre les lois, si on arrive à montrer la loi des mailles pour notre fonction f, ce sera suffisant avec le travail de nos amis et collègues Greg Lowell, Wendelin Werner et Odette Schramm, de montrer deux autres prédictions. C'était la première histoire. Et ce que je trouve vraiment intéressant ici, qu'il y a cette intuition de chimie, intuition de physique, après la démonstration mathématique, qui ajoute intuition physique aux physiciens. Et la deuxième histoire que je veux raconter, c'est l'histoire de collaboration avec des biologistes. Et ici, c'est une question provenant de biologie qui était posée par mon ami et collègue genevois, biologiste Michel Milenkovitch. Donc, un jour, il m'a montré les deux figures ici.
il a demandé est-ce que les deux images sont similaires. Donc l'image à gauche, c'est quelque chose que vous avez déjà vu chez Anton Alexeev, c'est l'image de percolation. Donc c'est une coloration aléatoire. Il n'y a aucune connexion entre les hexagones différents. Donc on lance une pièce de monnaie. Et à droite, apparemment, c'est une peau de lézard. Donc voilà, c'est une partie de peau de lézard. On verra, ce n'est pas cette lézard-là, parce que ça, c'est un caméléon qui est un peu plus sympa que le lézard, mais avec des problèmes intéressants en soi. Mais nous parlons de lézard, et ici, vraiment, on a un motif assez intéressant, mais ce n'est pas un motif aléatoire. Il y a une sorte de corrélation, connexion entre des hexagones différents. Et à ce moment-là, Michel a déjà fait 2 années d'expérience. Il a fait cet film, ces 2 années de vie dans les arts, comment les couleurs changent. Et on commence avec des couleurs assez différentes, mais après quelques mois, tous les écailles deviennent vert et noir, mais continuons à changer de couleur selon certaines règles. Et donc, Michel a fait une conjecture que c'est un automate cellulaire. Et j'étais très étonné parce qu'un automate cellulaire est un objet très mathématique. Donc, d'abord, je dois peut-être dire quelques mots qu'est-ce que c'est automate cellulaire. Donc, automate cellulaire était introduit par John von Neumann. Donc, John von Neumann était peut-être un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Donc, il a pensé beaucoup d'intelligence artificielle, des ordinateurs, et il voulait construire un modèle qui montre qu'avec des règles très, très simples, on peut construire des choses très, très compliquées. Donc, il a suggéré des sortes de jeux sur une grille carrée, mais son propre jeu était assez difficile avec 19 états différents. Mais après, John Conway, mathématicien, l'autre mathématicien à Princeton, qui malheureusement est mort cette année, il a inventé ce qu'on appelle jeu de la vie. Et vous pouvez googler, il y a beaucoup d'apps sur le web où on peut voir le jeu de la vie. Et le jeu est très simple. Donc, chaque carré soit noir, soit blanc. Donc, si la cellule est noire, cette cellule est vivante. Et cette cellule est morte. Maintenant, les cellules mortes, avec 3 voisins vivants, deviennent vivantes. Donc, ici, on avait une cellule morte, mais il y a 3 voisins vivants, cette cellule devient vivante. Et les cellules vivantes restent vivantes s'il y a 2 ou 3 voisins vivants. Par exemple, ici, il y a 2 voisins vivants, elles restent vivantes. Mais s'il y a moins que 2, elles meurent de solitude, comme ici. Il y a plus que 3, elles meurent de surpopulation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 règles très simples, mais on peut voir des comportements très intéressants. Donc, ici, il y a des configurations très stables, donc rien ne change, parce que chaque cellule vivante a 2 ou 3 voisins vivants, chaque cellule morte a moins que 3, mais il y a des trucs périodiques. Par exemple, ici, les cellules au centre a toujours 2 voisins vivants. Mais cette cellule-là, soit est vivant avec une voisin, soit mort avec 3 voisins. Donc, il y a still entre 2 états. Mais on peut avoir des autres périodes. 3 ici, 15 ici. Mais ce qui était plus étonnant, plus intéressant, c'est que quelques années après l'introduction de ce jeu de la vie, quelqu'un a trouvé des figures qui bougent, des figures en mouvement. Donc, cet avion, par exemple, là, ou cette-là, ça peut être dans les directions différentes. Et effectivement, on peut construire des choses très, très compliquées. Voilà un exemple de choses où il y a des avions qui bougent, il y a des interactions, il y a apparemment des machines qui peuvent produire des avions. Et la conclusion que le jeu de la vie est aussi compliqué que les machines de Turing ou un ordinateur. Donc, on peut faire un modèle de votre laptop avec ce jeu de la vie, sauf qu'il faut avoir une grille assez grande, vraiment une grille de plusieurs centaines de kilomètres. Et même, on peut faire un modèle d'un ordinateur de l'univers, mais pour ça, il faut avoir vraiment une grille d'échelle astronomique.
Donc ça, c'est un sujet très intéressant, qu'avec des règles très simples, on peut arriver à des choses très, très compliquées. Mais est-ce qu'il y a un lien avec biologie? Il y a un lien bien connu, et je me souviens que j'ai lu de ça quand j'étais petit dans un livre de vulgarisation, qu'on peut avoir les automates cellulaires en biologie sur les coquillages. Donc, par exemple, les deux coquillages que vous voyez ici, il y a un automate, mais pas en dimension 2, mais en dimension 1, qu'on appelle règle 30. C'est le plus facile automate non trivial. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, on voit le graphe de comportement de cet automate parce que les coquillages sont construits ligne par ligne. Et donc, on ne voit pas cet automate à un moment donné, mais on voit toute l'histoire du moment 0 jusqu'à la fin, comme ici, du moment 0 jusqu'à cet âge de coquillage. Mais la question que je posais tout de suite à Michel, mais est-ce qu'on a des autres exemples? Il m'a dit qu'on ne sait pas. Mais par contre, il a eu déjà assez d'expériences pour montrer que le lézard, numériquement, et l'automate cellulaire, on prend les coefficients correspondants à ce qu'on voit dans le lézard, on voit les mêmes comportements numériquement. Donc, la question était d'expliquer ça. Mais pour passer aux questions mathématiques, il faut d'abord réduire le lézard en questions mathématiques. Le premier pas, c'était, pour aller jusqu'à un automate cellulaire, c'était quel est le modèle mathématique de morphogénèse. Et heureusement, c'était déjà fait. Il y a 71 par autres mathématiciens qui étaient déjà mentionnés, par Alan Turing, qui est plutôt fameux pour les résolutions de code Enigma pendant la guerre mondiale. Donc, il a proposé dans ce dernier article, Chemical Basis of Morphogenesis, qu'on peut avoir une explication très simple des motifs sur les peaux des animaux, comme des zèbres ou les poissons. Et donc, il a conjecturé qu'on a toujours diffusion de chromatophores. Donc, c'est l'équation de chaleur qui est décrite par la marche aléatoire. Mais si on ajoute quelque chose non linéaire, réaction entre les couleurs différentes, on peut avoir des motifs intéressants. Donc ici, à gauche, on voit un résultat des expériences qu'il a fait lui-même sans ordinateur sur une pièce de papier. Donc il a fait 1000 d'itérations de cette équation. Il est arrivé à cette distance, quelque chose comme une vache. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut faire ça. Vous pouvez googler équation de Turing ou équation de réaction de fusion. Et si on change, si on prend des coefficients différents, on arrive à des motifs très, très différents. Des bandes ou des trucs chaotiques. Donc, on voit tout ce qu'on voit dans le monde vivant. Donc, la question qui est ici, c'est comment relier cette lézard à cette équation. Et heureusement, on avait déjà des travaux de Michel lui-même et des autres scientifiques où on savait plus ou moins quels sont les coefficients de l'équation et les raisons pourquoi on a des motifs difficiles. On a des motifs difficiles parce qu'il y a deux chromatophores avec réaction non triviale. Il y a un activateur qui ajoute un inhibiteur et un inhibiteur qui empêche l'activateur. Donc, il y a cette cercle vicieux qui peut produire des solutions non triviales. Et ça, c'était plus ou moins connu, donc on pouvait faire des expériences, mais le problème, c'est que ce qu'on voit pour cette lézard-là, c'est que chaque écaille d'une seule couleur, soit noir, soit vert. Mais pour les autres serpents, lézards, pour la plupart des lézards, le motif n'a rien à faire avec des écailles. Donc la question, comment on arrive à cette chose-là en utilisant l'équation de Turing. Et ici, on déjà passe en monde mathématique. Et les questions, les conjectures biologiques qu'on a fait, c'est que entre les écailles du lézard, la peau est plus fine. Et donc, le coefficient alpha qu'on a n'est pas constant, mais plus petit entre les écailles. Et nous sommes arrivés à montrer que dans ce cas, si on prend dans le plan une grille des hexagones et on prend un coefficient alpha qui est plus petit entre les hexagones, qu'on peut déduire d'une équation de Turing sur le plan, sur le pot de lézard,
une équation de Turing discrète sur les ensembles d'hexagones. Et dans ce cas-là, le valeur de U dans chaque hexagone est presque constant. Et cette équation est plus facile parce qu'il n'y a pas de dérivée, il n'y a pas de Laplacienne, mais il y a juste une différence. Donc, c'est plus facile à modéliser ou plus facile à résoudre. Donc, c'était le premier pas. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que nous avons réussi de faire le calcul qui doit être alpha h pour les modèles discrets. Et vous voyez ici racine carrée de 3 parce qu'il y a des hexagones, la sinus de 30 degrés dedans. Mais après, quand on a commencé des expériences numériques, tout à fait, on avait un parfait entre les deux. Donc, vraiment, c'est les expériences, si on prend cette question avec racine carrée de 3, et ça, c'est ce qu'on voit pour les lézards. Mais encore, il y a une question, comment on passe à tomates cellulaires. Et ça, c'est ce qu'on a compris à l'époque très bien, mais numériquement. Et rigoureusement, ce travail en cours, c'est quelque chose entre mathématiques et physique. Et ce qu'on trouve très intéressant, qu'il y a là-bas, peut-être il y a une relation improbable avec le modèle des zinc, c'est le modèle de ferromagnétisme. Et c'est ce modèle déjà mentionné par Alan Kohn. Il a mentionné, il a montré cette figure tirée de M. Michael Fisher, cette figure de renormalisation pour l'espace des modèles des zinc. Et ici, il y a quelque chose pareil, peut-être même c'est ce truc-là. Mais c'est le travail en cours. Donc voilà ce que je trouve ici très intéressant, qu'on commence avec une question biologique. Après, il y a un peu de chimie biologique physique pour connecter les arbres à une équation de Turing. Après, il y a mathématiques pour connecter l'équation de Turing dans le plan à une équation de Turing discrète. Mais après, il y a une question que je n'ai jamais pensé de poser. Quelle est la connexion entre l'équation de Turing sur le réseau et un automate cellulaire? C'est un exemple de question en maths pure qu'on ne pouvait jamais poser sans j'espère de les résoudre d'ici, je ne sais pas, une année avec Michel et nos collègues. Je crois que c'est peut-être tout. J'ai partagé deux expériences personnelles qui m'ont travaillé en mathématiques. Et bon, il y a des autres choses à faire. Peut-être je vais faire pas plutôt l'école d'Athènes, mais je vais finir avec ces photos de phénomènes physiques que j'essaie d'étudier aujourd'hui, et modèles mathématiques. Merci. Merci beaucoup, Stanislav Smirnov, pour cette passionnante présentation. Comme vous le savez, on va discuter maintenant un moment ensemble, avec vous aussi en ligne. Et on a la chance pour ça d'avoir aussi sur le plateau ce soir Anton Alexeyev avec nous. Et également Élise Raphaël, qui est de la section de mathématiques de l'Université de Genève, qui va retransmettre vos questions, qui sont déjà nombreuses. Donc profitez de les poser. On va donner beaucoup de temps à ça ce soir, puisque c'est le dernier soir. Je me permets de revenir sur une chose, peut-être, en attendant les premières questions du public en ligne, Stanislav. On l'a vu à travers l'histoire, hein, la fascination qu'exercent les mathématiques en termes de beauté, avec la découverte, par exemple, des structures récurrentes. Vous avez parlé de racine carrée de 2, on pourrait parler du nombre d'or aussi. Est-ce que vous aussi, vous cherchez la beauté quelque part, au-delà de l'utilité? Et puis surtout, qu'est-ce qui définit, selon vous, la beauté en mathématiques? Bon, la réponse courte est oui, je cherche la beauté. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est un goût acquis, donc ça dépend de votre... C'est comme dans les arts, on ne peut pas apprécier Picasso sans voir avant des Rembrandt. Donc c'est vraiment des séries, des séquences qu'il faut étudier. Donc pour moi, je crois que les choses les plus intéressantes, c'est vraiment la connexion inattendue entre les sujets différents. Donc, si on a tout un coup connexion entre A et B, et A c'est quelque chose de géométrique et B quelque chose d'algébraïque, c'est très intéressant pour moi. Et autrement, s'il y a un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, et tout d'un coup il y a des samples qui expliquent, c'est beau pour moi. Et pour vous, Anton? Oui, bien sûr. Disons, c'est une question d'élégance, une question de lien entre des sujets qui avant n'étaient pas reliés, mais parfois aussi il y a des théorèmes classiques pour lesquels on cherche de nouvelles démonstrations et parfois les démonstrations sont
soit plus courtes, soit plus élégantes, soit carrément utilisent des idées qui n'étaient pas avant utilisées. Ça aussi, c'est la beauté de mathématiques. Est-ce que la beauté, c'est aussi peut-être la vérité absolue? On l'a vu, on discutait avec Jean-Pierre Ekman, professeur honoraire ici, il disait, voilà, les maths sont peut-être plus belles parce qu'elles sont des fois plus vraies ou elles sont vraies pour toujours. Est-ce qu'il y a aussi cette question de vérité absolue dans les mathématiques qui les rend belles? Stanislas? Oui, oui, vraiment, il y a quelques différences avec nos collègues en Belgique ou en physique, parce que ça peut toujours arriver qu'on a de nouvelles expériences. En physique, il faut changer les théories. Mais en mathématiques, si c'est montré pour toujours. Bah, s'il n'y a pas de faux pas dans les démonstrations. Mais je pense que vraiment, c'est une partie très intéressante qui m'attire beaucoup, qu'il y a vraiment cette partie éternelle dans les mathématiques, cette partie très élégante, que c'est vraiment une science pure. Élise, en ligne? Alors, on a des premières questions sur les automates cellulaires, qui sont des objets mathématiques absolument fascinants. Et une première question, c'est comment est-ce qu'on les étudie mathématiquement? Est-ce qu'on a par exemple des critères de convergence vers certaines configurations? Bon, vous pouvez voir, donc, il y a, c'est une question très, très difficile. Comme il y a beaucoup de livres sur les automates cellulaires, c'est comme pour l'équation de Turing, il y a beaucoup de livres, mais la plupart des choses sont plutôt numériques que démonstrations. Et il y a un système de calcul mathématique qu'on utilise beaucoup en mathématiques, Mathematica, où il y a ce site web Wolfram, où on peut résoudre sur le site web. Et l'auteur de ce programme, Steve Wolfram, il a écrit un grand livre sur les automates cellulaires. Et je crois qu'il vient de mettre sur le web, il y a une année, une liste de questions, une liste de prix pour les questions pour les automates cellulaires. Donc, par exemple, ce qui était montré, un exemple, c'est que l'automate de coquillage, les règles 30 que je montrais, c'est le plus simple automate cellulaire non trivial. C'est le plus simple automate cellulaire où on peut faire l'ordinateur ou machine d'études. Mais même pour cet automate-là, il y a pas mal de questions. Par exemple, je peux partager mon écran juste pour une minute encore une fois. Donc, si je regarde cet automate cellulaire de coquillage, vous voyez ici qu'il y a une partie chaotique et il y a une partie ordonnée. Et ça, ce n'est pas montré. Il y a beaucoup de questions sur ça. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de sorte de théorie de limite. Donc, vraiment, si vous voulez étudier les théories d'automates cellulaires, il y a beaucoup de questions à résoudre. Est-ce qu'il y a encore une question en ligne? Alors oui, on a parlé donc du lien entre biologie et mathématiques avec les motifs sur le dos des lézards. Et un auditeur nous demande, on entend parfois parler de la déraisonnable inefficacité des mathématiques en biologie par opposition à l'article de Wigner en physique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, chez Wigner, c'est en sciences naturelles, y compris en biologie. Wigner s'intéressait à la biologie. Mais vous voyez, je commençais avec cet exemple de Tycho Brahe, Kepler et Newton. Et pourquoi on ne pouvait pas découvrir les lois de Newton il y a 2000 ans? Parce qu'on n'avait pas de chiffres, on n'avait pas d'observation avec cette précision-là. Mais dès qu'on a eu des chiffres, ça a pris Isaac Newton, qui était un génie, mais quand même, c'est devenu possible. En biologie, c'était plus dur parce que jusqu'à très récemment, c'était très difficile de faire de bonnes observations. Pour cette raison, on a pensé toujours que peut-être c'est plus difficile que physique dans ce sens-là, et plus loin de mathématiques. Mais vous savez, ce coûtait, il y a 25 ans, ça a pris $1 billion pour déchiffrer le génome. Maintenant, on peut le faire pour $200, quelque chose comme ça. Donc, on peut faire beaucoup d'expériences. Donc, en génétique, il y a déjà beaucoup de données et je pense qu'on peut étudier des choses mathématiquement. Et c'est la même chose qu'on a fait avec Michel. Je pense que c'était difficile de faire des choses comme ça il y a 30 années, presque impossible. Mais aujourd'hui, on a des observations qui posent des
des questions intéressantes. Donc, je pense que ça va arriver avec biologie bientôt, les 10 années à venir. Alors, j'ai une question un peu connexe. En préparant la soirée, je suis tombé sur un article du journal du CNRS. Vous savez qu'en France, il y a une très forte communauté de mathématiciens, qui disait qu'en 1990, l'Américain Edward Witten, que vous avez d'ailleurs cité, devient le premier physicien théoricien à remporter la médaille Fields. Et puis, pour cet article, ça montre l'influence très forte des idées de la physique sur les maths depuis à peu près cette époque. Et cet article dit, voilà, cette tendance s'accentue de plus en plus aujourd'hui avec des physiciens, des lauréats aussi de la médaille Fields qui travaillent sur des sujets de plus en plus en lien avec la physique ou inspirés de la physique, voire d'autres domaines. C'est ce que vous semblez aussi confirmer. Comment est-ce qu'on explique, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette tendance? Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que c'est peut-être un besoin d'aller vers le concret pour justifier l'existence des mathématiques? Expliquez ce que vous faites, comment est-ce que vous l'interprétez? Bon, comme je dis, en principe, on peut juste étudier les mathématiques pures. Il y a assez de questions intéressantes. Et j'ai beaucoup de collègues, beaucoup d'amis qui n'aiment pas physique mathématique, qui préfèrent étudier mathématiques pures, même si à l'origine de quelques questions, il y a des questions physiques. Par exemple, moi-même, j'étudiais physique mathématique dans ma vie, théorie des probabilités, système dynamique, et analyse mathématique, analyse harmonique. Donc, analyse harmonique, maintenant, est plus loin de physique, mais à l'origine de l'analyse harmonique, on avait des travaux de Fourier sur l'équation de chaleur. Donc, en principe, je pense que c'est bon de voir cette sorte d'équilibre, qu'il y a des gens qui préfèrent des questions physiques, il y a des gens qui préfèrent mathématiques pures, il y a un mélange des idées entre eux. Donc, c'est une sorte c'est mieux de voir cette synergie entre les stratégies différentes. Élise, en ligne? On a parlé d'objets intéressants, de problèmes intéressants ou moins intéressants en mathématiques. On a un auditeur qui nous demande pour les objets mathématiques, est-ce que parfois on en crée et on se rend compte qu'ils n'ont finalement pas d'intérêt? Et comment est-ce qu'on distingue un objet mathématique intéressant de quelque chose de moins intéressant? Comme je dis, c'est difficile, c'est une question de goût, c'est un goût acquis, donc il y a des gens qui préfèrent jambon, il y a des gens qui préfèrent pastèque, donc c'est à peu près la même chose. Donc, il y a des gens qui fortement préfèrent des choses géométriques, il y a des gens qui fortement préfèrent des choses algébriques. Donc, c'est plutôt votre propre trajectoire. Donc, c'est clair qu'il y a cette intelligence collective, il y a des sujets qui sont plus à la mode, il y a des sujets qui sont moins à la mode, c'est comme dans toutes les choses qu'on fait en science, c'est la même chose. Mais c'est plutôt une question personnelle. Donc, on peut avoir des points de vue différents. Antoine? Je ne suis pas très sûr. Bon, je n'ai pas d'expérience d'écriture, mais on dit toujours que quand les écrivains écrivent leurs romans, des personnages ont, après un moment, leur propre vie. Donc, après, l'écrivain n'a plus de possibilité de tellement changer le caractère ou décider sur les pas de son personnage. Et je pense que c'est aussi l'histoire des objets mathématiques. Donc, une fois on a un bon objet, cet objet va imposer son propre rôle dans le sujet. Et bon, les mathématiciens qui ont créé cet objet n'ont plus de pouvoir absolu. Donc, il y a le développement. Après, il y a un développement naturel. Donc, je pense que les objets qui peuvent avoir leur propre vie, ce sont des bons objets. Et après, ils se développent, on peut dire eux-mêmes, bien sûr, à travers des mathématiciens qui travaillent avec eux, mais quand même, bon, il y a cette propriété de personnalité pour des objets mathématiques. Alors, un commentaire, une contribution de Michel Bilinkovitch qui dit « Bonsoir Stas, je pense que la beauté, c'est la combinaison entre complexité, générée par la dynamique non linéaire, et la diversité, générée par le hasard. » Merci Michel, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est ce que permettent les conférences en ligne. Élise, d'autres questions?
Alors, on avait une des premières questions ce soir, beaucoup plus globale, qui nous disait, avec le développement, par exemple, de l'intelligence artificielle ou tout ce qui est big data, est-ce que les questions éthiques s'invitent finalement dans la recherche mathématique? Vous voyez, c'est juste comme dans toutes les autres questions scientifiques, c'est clair que si on prend la bombe atomique, c'était fait par les physiciens comme Enrico Fermi, mais avec les grandes participations des mathématiciens, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des ordinateurs. Donc, Stanislav Ulm, qui était un mathématicien de renommée, a fait des calculs à Los Alamos. Et on pose cette question éthique. Mais c'est toujours dans les sciences qu'il faut être prudent, il faut réfléchir des conséquences. Mais malheureusement, c'est très difficile de prédire ce qui va arriver. Et je crois que c'est déjà mentionné l'intelligence artificielle en 2 fois. Pour l'instant, c'est clair qu'on n'utilise pas le pouvoir des mathématiques en création d'intelligence artificielle. Donc, on peut avoir des voitures avec autopilote, mais les mathématiques qu'on utilise dedans sont assez de base. Donc, peut-être pour avoir vraie intelligence, il faut introduire plus de maths, plus de mathématiques, mais au niveau de vue d'éthique, c'est difficile à prédire à quoi ça sert parce qu'on ne peut pas prédire comment l'intelligence artificielle va se comporter. Mais il faut être prudent, c'est clair. Anton, votre avis là-dessus? Oui, bon, c'est difficile à prédire le futur, mais je pense qu'en étant prudent, il faut quand même avancer avec la recherche scientifique parce que uniquement la recherche scientifique peut, entre autres, nous donner le contrôle de la situation. Donc, il ne faut pas essayer de se cacher. Il faut aller de l'avant, mais bon, avoir des yeux ouverts. Stanislav, vous dites qu'il n'y a pas assez de maths dans la recherche en intelligence artificielle, mais est-ce que l'inverse peut être vrai? Est-ce que vous, maintenant, avec la puissance des réseaux de neurones, du deep learning, machine learning, est-ce que vous pouvez compter, ou est-ce que vous comptez peut-être aussi sur l'intelligence artificielle pour vous aider à avancer, à résoudre des problèmes? Bon, même une fois, j'assistais à une réunion de International Mathematical Union. Ils ont organisé un colloque spécial à propos de cette question-là. Oui, il y a déjà des systèmes où, pour vérification des démonstrations mathématiques, les systèmes existants ne sont pas idéaux, mais on avance. Et de plus, les choses qui sont discutées, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour chercher, conjecturer les résultats en mathématiques ou en physique. Et on avait pas mal d'avance les dernières 2-3 années. Donc, ça va, je pense que ça va arriver, mais vraiment, je pense que pour l'intelligence artificielle, c'est plutôt une sorte de question de transition de phase. Est-ce qu'on va progresser comme ça, pas après pas? Est-ce qu'il y a une limite? C'est bien possible qu'il y ait une limite et après, il y a une raison physique ou philosophique pourquoi on ne peut pas aller plus loin. Ou peut-être avec quantité, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus intelligent d'ici, je ne sais pas, 10 années ou 20 années. Mais ça, c'est très intéressant parce que, bon, je mentionnais théorie de Newton pour expliquer les mouvements des planètes et théorie de Fourier pour expliquer l'équation de chaleur. Donc, on manque une théorie pareille pour expliquer ce qui se passe avec les neurones et avec l'intelligence, soit artificielle, soit naturelle. J'aimerais vous emmener maintenant un petit peu ailleurs. On a la chance cette semaine d'avoir 5 soirées d'1h30 pour parler des mathématiques, de vous mettre en évidence, vous, cette communauté des mathématiciens. Mais c'est vrai que le reste de l'année, on ne peut pas dire qu'on vous voit beaucoup dans les médias. Par exemple, moi qui suis journaliste scientifique, j'ai peut-être écrit 2 ou 3 fois en 20 ans sur les mathématiques. C'est compliqué à expliquer. Et en 2014, quand j'ai fait un article sur la médaille Fields de Martin Herrère, qui était ici mercredi soir avec nous, j'en discutais avec Alain Valette, que vous connaissez certainement, professeur de maths à l'université de Neuchâtel, qui me disait cette phrase: les mathématiciens ne communiquent pas assez, c'est notre seule faute, il faudrait plus de vulgarisateurs comme Cédric Villani. Est-ce qu'il faudrait plus de Cédric Villani pour faire plus parler des mathématiques dans la société, comme vous l'avez fait ce soir, mais dans le cadre de ce colloque, de manière générale, mais est-ce qu'il faudrait faire ça plus souvent et plus? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, peut-être oui, mais généralement, je trouve il y a pas assez de vulgarisation des choses scientifiques en médias, et surtout, c'est vrai pour les mathématiques. Il faut en faire plus. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il faut avoir plus de Cédric? Je ne sais pas. Cédric est un ami, hein, un ami, un bon collègue, mais je pense qu'on ne peut pas lui cloner. Mais, et est-ce que cette médaille que vous avez, vous, obtenue en 2010, vous donne cette responsabilité en plus? Est-ce que vous vous sentez investi de cette mission ou pas? Est-ce qu'on vous la demande aussi ou pas? Je sais Oui, que d'autres médaillés Fields... j'essaie de le faire. J'essaie de le faire, mais quand même, je veux continuer à faire des recherches et des autres choses. Mais j'essaie. Je sais que d'autres médaillés Fields ont clairement dit non, moi, ce n'est pas mon travail, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le faire. Et vous? Donc, vous vous sentez investi de cette mission? Oui, j'essaie de faire vulgarisation des mathématiques, peut-être pas à même échelle que Cédric, mais je parle beaucoup aux collégiens, aux écoliers, donc plutôt je pousse dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus de jeunes mathématiciens qui se lancent dans cette voie? Oh, je ne sais pas. D'abord, je pense qu'il faut peut-être changer un peu la façon comment on enseigne mathématiques à l'école. Donc, il faut faire des choses plus intéressantes. Donc, plus de connexion aux autres sujets, peut-être plus de problèmes intéressants. Je crois que peut-être c'est les choses plus importantes qu'on peut faire. Élise, encore une question en ligne? Alors, vous allez devoir tenter de vulgariser quelque chose. On nous demande quels sont les problèmes ouverts en percolation qu'on pourrait comprendre ce soir. Ah, bon, en percolation, bon, d'abord, donc ce que j'ai fait, je montrais plusieurs conjectures, mais que pour les percolations sur le réseau hexagonal. Et pour les réseaux carrés, on ne sait pas les montrer, mais juste assez récemment, Hugo Duminil, et je mentionnais, il a montré avec deux collègues presque moitié de ce qu'il faut faire là-bas. Donc, mais il reste des problèmes. Mais la chose la plus intéressante de faire quelque chose en dimension 3, c'est vraiment un territoire ouvert, terra incognita, où on espère de voir le même phénomène physiquement, mais on ne sait pas montrer quelque chose mathématiquement. Plus de questions en ligne pour l'instant. On arrive gentiment au terme de cette soirée. J'aimerais faire un bilan avec vous, Anton, mais je vous pose une question, plutôt une observation. En préparant cette soirée, je suis tombé sur un article du Boston Globe qui décrit cette histoire, vous l'avez certainement vu passer, de ce problème des nœuds de Conway qui datait de 1970 et qu'une jeune mathématicienne aux États-Unis, je crois, qui s'appelle Lisa Piccirillo, a décidé de résoudre, et en une semaine, elle y est arrivée, elle a fait la une des médias, etc. Ça montre pour moi le dynamisme de cette branche qu'est les mathématiques, puisqu'on peut décider de résoudre un problème, on s'y met, etc. Puis, voilà, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut justement jouer pour attirer d'autres personnes? Ça, c'est ma question. Et puis ma question à vous, Anton, c'est quel bilan, finalement, vous, après ces 5 soirées, vous tirez de ce colloque et quel message vous avez envie de faire passer? Bon, c'est bien sûr un peu difficile de donner un bilan pour 5 exposés très différents, mais tous excellents. Bon, nous, on a vu passer ces 5 grands mathématiciens de notre époque. Vous avez vu, donc, ce sont des parcours et des caractères, des sujets assez différents, chacun ou chacune à sa manière. Et pourtant, ce sont des grands avancées de mathématiques que nous avons vues. Peut-être un bilan est que chacun et chacune trouve son propre chemin en mathématiques. Les mathématiques, c'est grand comme l'univers ou comme la vie. Et donc, disons, c'est un peu pour chaque parcours, pour chaque caractère, pour chaque méthode, en mathématiques, on peut trouver le chemin vers la réussite. Donc, il n'y a pas d'une seule manière de le faire. Et donc, j'aimerais encourager tout le monde qui est intéressé
surtout les jeunes, de nous rejoindre dans ce travail sur des problèmes ouverts dans ce domaine. Merci Anton. On arrive gentiment au bout de cette soirée, donc si vous avez regardé les précédentes, Stanislav, vous devez savoir que je vais vous poser cette question, hein, que j'ai retrouvée dans un vieux magazine qui date de 1999 sur voilà, les mathématiques, invention de l'esprit ou réalité du monde. Selon vous, j'ai souhaité en faire un fil rouge de cette semaine, selon vous, est-ce qu'on découvre les maths ou est-ce qu'on les construit avec notre intelligence comme preuve justement du génie humain peut-être? D'abord, j'aimerais ajouter 2 mots à ce qu'Anton a dit, que je vais dire que mathématiques, c'est la science la plus démocratique. Donc, pour avancer en biologie ou en physique, souvent, il faut avoir un labo qui coûte cher, il faut avoir une équipe. En mathématiques, on peut travailler seul, sans aucune ressource, mais on ne travaille pas seul et on peut toujours trouver des collègues, des amis pour discuter des problèmes intéressants. Donc, je pense que vraiment, mathématiques, d'une part, est la science la plus démocratique. Il y a beaucoup de gens qui font des choses intéressantes, mais de plus, on a beaucoup d'interactions avec des autres. Et il y a beaucoup de problèmes ouverts intéressants. Et pour l'autre question, moi, je suis plutôt platonicien, mais je pense que si on commence à trop y réfléchir, on ne peut plus faire de mathématiques. C'est comme dans l'histoire de la Milpa, qui a commencé à réfléchir à l'ordre dans lequel elle met ses pas et n'a plus su marcher. C'est une belle image. Merci beaucoup, Stanislas, pour terminer cette soirée. Il me reste à vous rappeler quelques petites choses. D'abord, que vous pouvez revoir toutes ces conférences en ligne, encore une fois sur le site du colloque, colloque.ch au singulier. Un site qui est très riche, puisque à cause, ou plutôt grâce à la crise sanitaire, vous pouvez y trouver 2 autres choses. La première, c'est une exposition sur la visualisation des mathématiques, très proche du sujet de ce soir, qui devait se tenir ici dans les murs de l'université, qui a été transposée en ligne, qui s'appelle Belle Math. Et la deuxième chose, c'est des petites vidéos sur des présentations qui auraient dû être faites en marge de ces soirées, de ce colloque, par l'équipe du Sciencescope de l'Université de Genève, donc qui explique les sciences. Et donc, ils ont décidé de se filmer et de mettre à disposition ces petites vidéos sur le site internet du colloque, encore une fois, colloque.ch. Voilà, il me reste à conclure cette soirée, à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque, à commencer par les gens de l'Université de Genève ici, Fancy Ban, Sophie Lovesley, toute l'équipe, les interprètes qui nous suivent dans les cabines là-haut et qui vous ont peut-être raconté tout ça en anglais, Anton Alexeyev pour l'organisation de la trame scientifique de ce colloque et bien sûr évidemment la fondation Wright pour avoir rendu possible ces colloques, une fondation dont le président est ici et à qui je rends la parole pour conclure toute cette semaine. Thierry Courvoisier. Merci. On vient de passer toute une semaine à éclairer un certain nombre d'aspects des mathématiques. Pas du tout toute la mathématique, mais un certain nombre d'aspects des mathématiques. Et je peux bien imaginer que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez constaté que ce que vous avez entendu cette semaine n'a que peu de similitudes avec ce que vous entendiez quand vous étiez en train d'user vos fonds de culotte sur les bancs des écoles. Et je crois que c'est une des grandes richesses de cette semaine que d'avoir réussi à apporter à un public beaucoup plus large un éclairage sur la nature de la mathématique et de les avoir fait, au fond, constater que c'est quelque chose de brillant, c'est un jeu élégant et que, ben voilà, c'est dommage que l'école ne nous donne pas cette image. J'aimerais aussi souligner que tout le public qui verra le spectacle que la Fondation Wright organise et qui sera diffusé l'année prochaine sur les murs d'Unibastion, eh bien, ce spectacle, pour un public beaucoup plus large que ceux qui sont intéressés ou curieux pour écouter des conférences, donne le même message, que les mathématiques sont quelque chose de brillant, de poétique, d'élégant, d'esthétique, et beaucoup d'autres choses que simplement le calcul que beaucoup essayent de nous faire croire que c'est. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qu'il faut remercier extrêmement chaleureusement
autour de l'organisation de cette semaine. Une semaine qui a été particulièrement difficile à organiser, vous pouvez l'imaginer. J'aimerais remercier nos orateurs vraiment très chaleureusement. On a eu 5 conférences brillantes sur 5 aspects différents des choses et je suis très reconnaissant à ces personnalités d'avoir pris le temps, d'avoir fait l'effort de venir nous rejoindre. Anton, merci beaucoup aussi de nous avoir accompagnés dans cette organisation. C'était très chouette de travailler avec toi pendant cette période et je crois que le succès que nous ne pouvons pas mesurer à vos applaudissements, mais que nous pouvons constater à la qualité des conférences qu'on a eues est magnifique. Et puis, j'aimerais aussi remercier nos collègues qui ont présenté les orateurs et puis les collègues qui ont présenté les questions autour de ça. C'est un travail qui a animé ces soirées et qui les a rendues plus vivantes. Je suis très reconnaissant à l'école de mathématiques d'avoir fait ça pour nous. Et puis, Sarah Sermondada et toi, Olivier, vous avez aussi contribué à rendre ces soirées belles et vivantes et cohérentes, et j'en suis aussi très reconnaissante. Et puis Sophie et Fanon, elles se sont, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, mais elles ont fait des efforts colossaux depuis longtemps pour arriver à faire de façon à ce que, dans ces conditions, on ait une belle semaine et on leur doit des remerciements extrêmement chaleureux. Ascension Lozano est la personne qui est un peu l'âme de la Fondation et j'aimerais aussi qu'elle trouve ce soir des remerciements chaleureux. Vous aussi, vous êtes probablement au bout de votre bière maintenant. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine au Parc des Bastions pour le spectacle et dans 2 ans pour un nouveau colloque Wright.